Monsieur le Président, les honorables assesseurs, c'est avec honneur et un profond sens de responsabilité que je prends la parole au nom du ministère public pour relater les faits constants de cette affaire. Mais aussi, vous développez quelques jurisprudences internationales en la matière. Ces réquisitions que nous prenons tout à l'heure sont faites dans l'intérêt supérieur de la société que nous avons la lourde responsabilité de représenter dans la présente cause, qui nous oppose avec les parties civiles à l'accusé qui est présent devant vous. Bienvenue là-bas. Monsieur le Président, honorable juge, nous sommes au terme des débats qui nous ont permis d'examiner des faits qui dépassent largement le cadre des infractions ordinaires. Des faits dont l'ampleur, l'organisation et l'atrocité les inscrivent dans la catégorie la plus grave du droit pénal international. Je parle là, Monsieur le Président, des crimes contre l'humanité et la responsabilité pénale hiérarchique et militaire. Monsieur le Président, vous comprendrez ainsi que les réquisitions que nous entendons de prendre tout à l'heure, réparties en 3 étapes essentielles, s'articuleront autour de ces 2 qualifications majeures. Elles constitueront le socle de notre démonstration juridique visant à établir la vérité judiciaire et à requérir des peines proportionnées à la gravité des faits commis. Monsieur le Président, honorable juge, c'est le 22 décembre 2025 que votre tribunal a été régulièrement saisi par l'ordonnance de renvoi numéro 17 en date du 14 janvier 2025 de monsieur le doyen du juge d'instruction de ce même tribunal. Cette ordonnance renvoie l'accusé bienvenu là-bas devant vous pour des faits particulièrement graves. Il s'agit des faits d'abus d'autorité, des faits de meurtre, des faits d'assassinat, des faits de vol à main armée, des faits de viol, des faits d'enlèvement et de séquestration et des faits de mesures d'entrave aux mesures d'assistance. Tous ces faits, individuellement pris, sont définis et réprimés par les dispositions du Code pénal, notamment en ces articles 19, 20, 303, 305, 306, 232, 233, 234, 775, 206, 208, 239, 373 et 297. Monsieur le Président, ces faits se trouvent dans notre arsenal juridique parmi les infractions les plus sévèrement réprimées en raison de leur gravité intrinsèque et de leurs conséquences irréversibles tant sur les victimes mais aussi sur toute la société entière. Monsieur le Président, cependant, il importe de souligner que ces charges ne sauraient être considérées comme des actes isolés. Elles s'inscrivent dans un contexte de répression systématique dirigée contre une population civile. Ces faits ont été soigneusement organisés et planifiés par les plus hautes autorités de l'État de l'époque. C'est précisément cette dimension qui justifie l'idée de leur requalification que le ministère public a souhaité dès l'ouverture du débat, pour refléter pleinement la nature et la gravité des crimes reprochés. Monsieur le Président, honorable juge, il vous souviendra qu'aux dates du 28 septembre 2009 et les jours qui ont suivi, notre pays, la République de Guinée, a traversé l'une des périodes les plus sombres et douloureuses de son histoire politique et démocratique. Je parle bien entendu, Monsieur le Président,
les tragiques événements du 28 septembre 2009. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ce jour-là, Monsieur le Président? Le contexte. À l'appel des forces vives de la nation, plusieurs dizaines de milliers de citoyens ont convergé vers le stade du 28 septembre, brandissant avec eux des pancartes, des banderoles et des affiches, avec pour un seul mot d'ordre, le retour à l'ordre constitutionnel et la non-candidature du capitaine Moussa Dadis Camara. Monsieur le Président, ce jour du 28 septembre s'annonçait comme un jour ordinaire. La nature était belle, la nature était paisible. L'atmosphère semblait presque normale, malgré les inquiétudes latentes sur l'issue de cette journée qui s'avérait être décisive. Rien, absolument rien, ne laissait présager l'horreur qui allait s'abattre. Dans les rues bondées de Conakry ce jour, tout au début, régnait une ambiance populaire et fraternelle. Toutes les composantes de la nation étaient présentes. Des anciens, des jeunes filles comme des garçons, des femmes, des enfants, des commerçants, des syndicats, des fonctionnaires, des ouvriers, des étudiants, des chauffeurs et des hommes politiques. Tous s'étaient levés comme un seul homme pour délivrer un seul message qui est clair et précis. Retour à l'ordre constitutionnel et refus catégorique de la candidature de Moussa Dadis Camara. Monsieur le Président, face à cette revendication pourtant légitime de ce peuple, quelle a été la réponse des autorités de l'époque? La réponse à ces revendications légitimes, Monsieur le Président, fut d'une brutalité inouïe et d'une barbarie sans précédent. Monsieur le Président, pour y arriver, ils ont mobilisé des unités de la garde présidentielle, de la gendarmerie antidrogue, ainsi que des miliciens en cours de formation au centre d'instruction de Kalia. Toutes ces unités ont été mobilisées pour faire face à cette répression. Ces hommes, Monsieur le Président, ont été armés lourdement par d'armes blanches et par d'armes automatiques. Ils ont été transportés dans des minibus et dans des pick-up de l'armée. Ils ont été déployés pour réprimer systématiquement toute contestation prévue le 28 septembre et les jours qui suivent. Monsieur le Président, le premier groupe, composé des éléments de la garde présidentielle, dirigé à cette époque par l'ex-aide du camp de Moussa Dadis Camara, je parle bien entendu du feu alias Toumba Diakité, ont été transportés sur le lieu pour commettre les massacres, dont d'ailleurs le premier volet de ce procès a déjà permis de situer les responsabilités de chacun. Le second groupe, qui nous intéresse plus dans ce cas précis, provenait du centre d'instruction de Kaléa, qui est placé sous la coordination et le commandement de l'accusé qui est devant vous, le colonel Bienvenu Lama. Ce groupe a été transporté dans des minibus et ils ont été déposés au stade du 28 septembre. Ces hommes étaient tantôt habillés par des tenues militaires, ceux venant de la garde présidentielle, mais ceux venant du camp centre d'instruction de Kalia étaient habillés par des maillots civils, arborant avec eux des maillots de Chelsea, d'autres portaient des pantalons kaki. Et ils avaient des couris noués sur la tête. Monsieur le Président, tout ça, ça n'a pas été fait par hasard. C'était dans le but de brouiller les identités, pour faire fondre ces hommes dans la foule. Et Monsieur le Président, ce que les gens ignorent, ces hommes dissimulaient entre eux des armes blanches, notamment des couteaux, des machettes, des ciseaux, des lance-pierres, pour pouvoir tuer en toute discrétion. Monsieur le Président, leur mission était sans équivoque. C'était de réprimer dans le sang. Monsieur le Président, honorable juge, ce jour, dans l'enceinte du 28 septembre, un massacre sans précédent fut perpétré contre des citoyens sans défense. Les exactions commises se déclinent comme suit. Des tirs à balles réelles dirigés contre des manifestants non armés.
des viols collectifs accompagnés d'humiliations publiques, des tortures et sévices infligés à l'aide d'armes blanches, des cas de meurtre, de séquestration et des enlèvements arbitraires. Les conséquences furent effroyables et traduisent la gravité des crimes commis. Le résultat, des centaines de morts, dont environ 156 personnes tuées à bout portant. Des citoyens enlevés, violés, bâillonnés et humiliés publiquement. De nombreux blessés, certains d'ailleurs sont devenus invalides à vie, portant à jamais les stigmates de cette répression sanglante. Monsieur le Président, honorable juge, à la soirée du 28 septembre 2009, le bilan de ces événements était si triste, si lourd, qu'un silence pesant s'abattit sur les rues de Conakry et jusque dans nos habitations. Personne ne comprenait ainsi ce qui se passait réellement. Cette atmosphère qui a prévalu le matin, d'abord empreinte d'incertitude, se transforma rapidement en une journée d'horreur, de profonde tristesse et d'inquiétude. Ce silence ne pouvait toutefois durer, car au fil des heures, l'opinion nationale et internationale découvrait progressivement ce qui venait se produire dans le stade du 28 septembre. Monsieur le Président, ainsi, automatiquement, la panique s'installa dans les foyers et dans les quartiers. Les épouses, inquiètes, attendaient en vain le retour de leur mari sorti de la maison. Les parents cherchaient désespérément leurs enfants absents du domicile. Les maris à leur tour s'interrogeaient sur le sort de leurs épouses. Des enfants erraient à la recherche de leurs parents. Les frères, sœurs, amis et voisins s'appelaient pour tenter de se rassurer mutuellement, espérant que chacun avait échappé au pire. Cette inquiétude collective se mua rapidement en une profonde tristesse nourrie d'angoisse, d'incertitude et de confusion. Les larmes virent s'ajouter à ce climat de désolation, traduisant la détresse d'une population confrontée à l'indicible. Monsieur le Président, honorable juge, ces crimes n'ont pas été improvisés, Monsieur le Président. Ces crimes ont été planifiés et organisés au plus haut niveau de l'État. D'ailleurs, les enquêtes ont démontré que ces massacres ont été coordonnés par les responsables politiques et militaires de l'époque. Les enquêtes ont démontré que des unités de la garde présidentielle ont reçu des armes et des instructions précises. Des recrues du centre d'instruction de Kaléa ont été transportés sur le lieu sous un commandement bien structuré. Monsieur le Président, pour dire que les crimes-là n'ont pas été improvisés, toutes les portes du stade furent fermées. Toutes les issues bloquées, ne laissant aucune échappatoire à qui que ce soit. Cela veut dire, Monsieur le Président, l'intention n'était pas de disperser une manifestation, mais plutôt de détruire toute une population civile. Monsieur le Président, l'accusé qui est devant vous, colonel Bienvenu Lama, a été entendu dans les débats. Il ressort de ses déclarations qu'il nie catégoriquement les faits qui lui sont reprochés. Ce n'est pas étonnant. Il a soutenu ici n'avoir jamais exercé les fonctions de directeur du centre d'instruction de Kaléa, ni assumé une quelconque responsabilité sur les nouvelles recrues. Il a affirmé en mieux, avec insistance d'ailleurs, qu'aucun groupe de recrues n'a quitté le camp pour se rendre au stade du 28 septembre, le jour J. Monsieur le Président, cette déclaration va en contresens des déclarations des victimes. Et dans ce moyen de défense, il va plus loin. Il dit que l'accusation ne repose uniquement que sur des allégations mensongères portées contre lui par un co-accusé.
Mais ce qu'il oublie, Monsieur le Président, dans sa narration, lui-même il a déclaré qu'il était au centre d'instruction de Kalea au moment des faits. C'est lui-même qui l'a dit. Il a précisé encore mieux, c'est le plus gradé du centre. Il a dit, Monsieur le Président, les primitifs font foi. Monsieur le Président, à ce titre, lui-même il affirme qu'en sa qualité d'instructeur du centre d'instruction de Kalea, il veillait à ce qu'aucune désorganisation ou désordre ne puisse se produire à l'intérieur de l'école militaire. C'est lui qui le dit, Monsieur le Président, dans sa narration. Alors, qu'est-ce qu'ont dit les autres parties? C'est-à-dire les parties civiles et les victimes. Il reçoit des déclarations de victimes, Monsieur le Président, unanimes d'ailleurs sur ce point, qu'il y a des hommes vêtus en civil, habillés par des maillots Chelsea, d'autres portant des pantalons kaki, qui avaient des coris noués sur la tête, ont été clairement identifiés au 28 septembre 2009, participant activement à la commission des faits incriminés. Mieux encore, Monsieur le Président, il y a eu un témoin qui a comparé ici. Je parle bien entendu de Mamadi Soumaoro. Mamadi Soumaoro lui-même, Monsieur le Président, étant une nouvelle recrue, présente au camp de Kalea au moment des faits, a affirmé avec certitude, devant ce tribunal, devant vous, Monsieur le Président, que Bienvenu Lama exerçait bel et bien les fonctions de directeur du centre d'instruction de Kalea. Il répond de son témoignage, Monsieur le Président, que Bienvenu Lama disposait toute l'autorité requise. Il assurait parfaitement le commandement et maintenait la discipline à l'intérieur de l'école. Monsieur le Président, le même témoin, librement ici, il dit qu'aucune décision ne pouvait être prise sans l'autorisation et sans les instructions du colonel Bienvenu Lama. Il a d'ailleurs donné un détail très précis. Il dit ici, Monsieur le Président, que ce monsieur Bamba, un certain monsieur Bamba, qui a remis une liste venant de la présidence au colonel Bienvenu Lama pour faire la liste des personnes qui ont été embarquées vers le stade du 28 septembre 2009. Monsieur le Président, tous ces faits démontrent son rôle actif dans l'organisation des faits qui lui sont reprochés. Monsieur le Président, mieux encore, il y a eu des pièces qui ont été versées au cours de ces débats qui attestent effectivement que l'accusé a occupé la fonction du directeur du centre d'instruction de Kalea. Je parle de la liste chronologique des directeurs du centre qui sont succédés. Sur cette liste, Monsieur le Président, il ressort clairement que Bienvenu Lama a occupé la fonction de directeur du centre de juillet à novembre 2009. Mes successeurs viendront vous donner plus de détails sur ce cas précis. Monsieur le Président, cette liste, ces témoignages des victimes et du témoin corroborent parfaitement et renforcent la responsabilité de Bienvenu Lama par rapport aux faits pour lesquels nous le poursuivons. Monsieur le Président, cette version met en évidence la contradiction entre les déclarations de cet accusé, le témoignage des victimes et témoins, ainsi que les pièces matérielles qui sont versées au dossier. Monsieur le Président, en cette qualité, il ressort que Bienvenu Lama avait autorité et il avait la responsabilité. Et pourtant, le droit pénal international est clair sur cette question. Selon l'article 28 du statut de Rome, un chef militaire est responsable des crimes commis par ses subordonnés lorsqu'il savait ou aurait dû savoir et qu'il n'a rien fait, ni pour les empêcher, encore moins pour les punir. Je ne vais pas rentrer dans la démonstration juridique, ils le feront tout à l'heure. Monsieur le Président, cette disposition de l'article 28 du statut de Rome a été confortée par des jurisprudences internationales. Je parle ici, Monsieur le Président, dans l'affaire Akaïjou, en 1998, qui a été examinée par le tribunal pénal international pour le Rwanda. Dans cette procédure, Monsieur le Président, le maire de Kaba,
fut reconnu coupable de crimes contre l'humanité pour avoir organisé et toléré des massacres et des viols systématiques. La Cour avait affirmé en ce moment que les violences sexuelles, lorsqu'elles sont généralisées et systématiques, constituent des crimes contre l'humanité. Voilà ce que le tribunal pénal international pour le Rwanda avait dit dans ce cas. Mieux encore, M. le Président, cette version a été confortée par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie dans l'affaire Célébessi en 1998. Cette procédure, M. le Président, des commandants d'un camp de détention furent condamnés pour crimes contre l'humanité car la Cour avait établi la responsabilité hiérarchique des supérieurs qui avaient laissé leurs subordonnés commettre des tortures et des meurtres et ils n'ont rien fait. Tout récemment, M. le Président, il y a l'affaire Jean-Pierre Bemba, gérée par la Cour pénale internationale en 2016. La Cour avait affirmé que la responsabilité hiérarchique s'applique aux chefs militaires qui n'ont pas pris les mesures nécessaires pour empêcher ou sanctionner les crimes de leurs subordonnés. Toutes ces jurisprudences, M. le Président, démontrent que les faits commis en Guinée le 28 septembre 2009 s'inscrivent pleinement dans la qualification des crimes contre l'humanité et engagent la responsabilité pénale hiérarchique de l'accusé Bienvenu Lama. Monsieur le Président, honorable juge, ces crimes ont une portée morale et historique. Ces crimes ne sont pas seulement des atteintes individuelles, ils sont une attaque contre la dignité humaine, contre toute la société entière. Ils ont laissé des cicatrices indélébiles dans les mémoires nationales et internationales. Ils rappellent les pages sombres jugées par le tribunal pénal international pour le Rwanda et le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, où la communauté internationale, toute la communauté internationale, M. le Président, s'était accordée sur un seul point, que nul chef militaire, fût qu'il soit, ne peut se soustraire à la justice. Monsieur le Président, honorable juge, avant que mes successeurs ne rentrent dans la démonstration juridique, permettez-moi au nom de Monsieur le procureur de la République de vous adresser nos vifs remerciements. Nos vifs remerciements à l'ensemble des acteurs qui ont contribué au bon déroulement de ce procès. Nous saluons particulièrement votre auguste tribunal, vous, personnellement, et vos deux assesseurs. Sans oublier les greffiers qui sont à vos côtés pour l'impartialité et la rigueur dont vous avez fait preuve tout au long de ces débats. Sans oublier, bien entendu, les avocats de la défense et les avocats de la partie civile qui ont assuré avec constance le respect du contradictoire et du droit à la défense. Nos remerciements vont également, Monsieur le Président, aux gardes, qu'ils soient gardes pénitentiaires, gendarmes, policiers, aux médias, aux techniciens de bâtiments et de surface, aux interprètes et à l'ensemble du personnel qui, par leur dévouement, ont permis la tenue harmonieuse de ces audiences. Nous n'oublions pas non plus de rendre hommage à Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, et à son Excellence, Monsieur le Président de la République, dont le soutien logistique et institutionnel a été déterminant pour garantir la sérénité et la dignité de ce procès. À la suite de cette modeste narration, qui m'a été confiée par Monsieur le procureur de la République, que je salue de passage pour son sens élevé de leadership dont il a fait preuve dans l'organisation et dans l'animation de notre parquet. Sans oublier mon collègue du ministère public de par ses brillantes et pertinentes interventions. Monsieur le Président, dès après moi, il vous sera présenté une démonstration juridique par mes successeurs du ministère public afin de rétablir la gravité des faits reprochés à l'accusé Bienvenu Lama, de prouver sa responsabilité pénale et de requérir les sanctions appropriées à son encontre. J'ai narré les faits,
Je vous remercie pour votre aimable attention.